Bonsoir, bienvenue sur TV7, dernière émission de la saison de Top Rugby. On aurait aimé avoir le bouclier de Brennus avec nous ce soir, on l'avait anticipé, mais finalement, vous le savez, c'était une défaite donc pour l'Union Bordeaux-Bègles en finale, première historique quand même pour le club de l'Union Bordeaux-Bègles, et nous avons la chance et l'honneur d'avoir avec nous sur le plateau de TV7 Laurent Marty, le président de l'UBB. Bonsoir Laurent. Bonsoir. C'est un peu un rituel, on le disait avant l'antenne, vous veniez chaque fin de saison pour faire le bilan de la saison. Donc on a connu des saisons où on passait aux portes de la qualification, puis les demi-finales, et là la finale. Un jour vous viendrez avec le bouclier de Brennus, on en est sûr. On va évidemment revenir sur la finale, on va passer assez rapidement, mais j'ai envie de savoir déjà comment vous vous sentez, vous, plus de 48 heures après cette défaite. Est-ce qu'on a réussi à évacuer un petit peu la déception très grande, on imagine? Oui, parce qu'on sait très bien que c'est la compétition de haut niveau, et la chance c'est qu'elle se répète chaque année, donc c'était pas notre dernière chance. Donc c'est dur sur le moment, on a honte parce que le score est très lourd, mais très vite il faut basculer et préparer la saison, et on a fait une super journée de travail, on a préparé 24-25 et même 25-26 si vous voulez savoir. Ah voilà, donc on a pris du temps de se projeter vers l'avenir, donc tout de suite vous avez voulu réagir. C'est vrai qu'on pourrait se morfondre, mais là c'est un peu le côté chef d'entreprise aussi, Laurent, qui parle. Vous êtes habitué aux difficultés dans le monde de l'entreprise, et il faut tout de suite repartir au combat. La vie, elle est ainsi faite, c'est pour tout le monde pareil, et plus on va chercher le haut niveau, et plus c'est comme ça. On sait très bien que si on se confronte à ce qu'il y a de plus dur et au meilleur, on peut prendre des baffes. Donc quand on prend une grosse baffe, on a le choix. Soit on pleure tout l'été, soit on se dit non, je me relève, et puis je fais en sorte de ne plus prendre une baffe. Et c'est ce qu'on essaie de faire là actuellement. Et c'est dans votre sillage, tout le club vous suit, le staff aussi, ou ils ont peut-être préféré souffler un peu, parce que c'est vrai que la saison a été longue aussi pour eux. Ils sont certainement très fatigués. Yannick, dans ce rôle de manager, vous savez, moi je dis toujours que le rôle le plus dur dans le club, c'est le manager. J'ai vu Yannick cet après-midi, ils ont juste fait un déjeuner ensemble, ils ont débriefé légèrement, ils ont besoin de couper, de se reposer, mais Yannick sait très bien que les quelques semaines qui arrivent, pas les quelques semaines, mais disons que pendant 8 jours, je vais encore un petit peu avoir besoin de lui, parce qu'il y a des choses qu'il faut anticiper, et puis surtout après, je veux qu'il se change les idées, qu'il se repose, parce qu'il a fait un super boulot. Yannick Bruck a présenté ses excuses aux supporters pour avoir terni l'image du club. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un risque que cette défaite elle reste dans les têtes et qu'on la traîne un peu comme une cicatrice pendant quelques semaines? Il faut bien souffler justement, c'est l'intérêt de la confiance. La seule chose que je ne sais pas, je pense que c'est très dur pour les joueurs, ils étaient sur le terrain, c'est toujours plus dur pour eux. Mais on est sur un début de cycle et on est sur une progression. Voilà. Donc on est un jeune club, on l'a répété. Je pense que les Bordelais, les Girondins savent très bien d'où on arrive. Je rappelle qu'il y a 16 ans, on était à Bègles, au stade André Moga, sans aucune infrastructure et avec 2,5 millions de budget. Voilà. On est monté au bout de 4 ans, on a mis 2 ans pour se maintenir, on a mis 3-4 ans pour commencer à jouer le milieu de tableau, la Champions Cup, la qualif, les demi-finales. Notre première phase finale, c'est 2021, on est en 2024. On est déjà en finale. Moi, je suis plutôt satisfait de la saison et optimiste pour l'avenir. On va faire le bilan justement complet de la saison. On reste évidemment sur cette apothéose, cette finale. On va voir rapidement un résumé. On ne va pas remuer le couteau dans la plaie, mais effectivement, vous avez raison de le préciser, Laurent, le club qui gravit marche après marche. La dernière, elle est haute quand même. Qu'est-ce qui manque encore à l'UBB pour aller chercher le titre final? Mais il manque toutes ces années qu'on n'a pas encore eues pour peaufiner notre travail. Je rappelais qu'en 19-20, l'année du Covid, qui aurait pu très bien se terminer pour nous, vous pouvez regarder dans les archives, le Stade Toulousain au mois de mars est 7e du championnat. Ils ont des blessés, Dupont est blessé. Ils sont encore qualifiés en Champions Cup, mais ils doivent donc batailler. Et on voit bien qu'ils se sont servis de ces saisons-là pour mieux construire. En 2022, il y a un Toulouse-La Rochelle, je crois. Oui, il y a un Toulouse-La Rochelle en barrage. Toulouse gagne et Toulouse perd à la demi-finale contre Castres. Donc, c'est pas vieux. Et si on remonte plus loin, on va tous se rappeler que le Stade Toulousain a pris 40 points en finale contre Biarritz. C'est Vincent Clerc qui me le rappelait. En 2006, oui. Et les 72 points contre les Wasps. Et je suis en train de parler du plus grand club de tous les temps en Europe, puisque c'est le plus titré. Donc voilà, ça prend du temps, il faut s'améliorer chaque année. Puis des fois, on ne s'améliore pas chaque année. Il faut s'améliorer sur chaque cycle. Il y a 40 ans de trophées pour le stade toulousain, c'est quand même incomparable. Alors on voit évidemment rapidement le résumé de la rencontre. Laurent, un essai
un carton jaune, c'est au bout de 10 minutes. Face à une équipe comme le Stade Toulousain, c'est vrai que l'entame était quand même compliquée. Après, on revoit les images. Bon, quand on aime le rugby, objectivement, c'est quand même du beau rugby. Enfin voilà, il faut quand même être objectif. Et les Toulousains ont fait un superbe match. Il y avait de la stratégie, il y avait du jeu, il y avait de la conquête, la défense. À la 30e minute, ils sont à 100% de plaquage réussi. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé dans la saison. Et puis, il y a des joueurs exceptionnels, mais comme je le dis toujours, c'est une source d'inspiration. Ils jouent très bien au rugby, ils forment très bien, ils travaillent très bien. On va essayer de les rattraper. Il y avait un manque de jeu criant et ce qu'on craignait un petit peu, qu'on avait déjà aperçu sur les phases finales. Est-ce qu'il n'y a pas des regrets justement de se dire tiens, ces 2 premières places, on les avait à portée de main en perdant à Paris, en perdant à Perpignan. Voilà, il y a des matchs clés aussi sur la fin de saison sur lesquels l'UBB a manqué de jus aussi. Oui, mais à Perpignan, il y en a beaucoup qui ont perdu et c'est une très belle équipe, un très beau club. Donc je suis pas, faut pas regretter la défaite à Perpignan. C'est très dur de gagner là-bas. Stade Français, on aurait pu gagner, on n'a pas gagné, mais j'ai plus envie de parler finalement des matchs contre le Stade Français et Pau à domicile, surtout celui du Stade Français, parce que c'était quand même moins 4+4, et où on perd sur une interception à la fin, et ça se joue à rien. Ce sont les aléas d'une saison. Mais on nous a fait jouer 3 matchs en 12 jours, on n'a rien pu lâcher, beaucoup de joueurs internationaux, Coupe du Monde, tournoi destination, Champions Cup à fond, ça faisait beaucoup pour l'UBB cette année. Comment construire un effectif justement pouvant jouer sur tous les tableaux en y ajoutant ici les matchs internationaux et on est quand même impliqué ici à Bordeaux avec des joueurs pris par l'équipe de France, c'est vrai que ça fait beaucoup. Ouais. Est-ce que l'UBB est capable de jouer sur tous les tableaux comme le fait le Stade Toulousain finalement C'est une bonne question. Le problème c'est qu'on ne peut pas se permettre de négliger la Champions Cup, c'est pas possible. Mais on a eu plus d'internationaux que ce que l'on pensait. Donc déjà, ça, on l'a moins bien anticipé. Il faut qu'on sorte encore plus de jeunes de qualité, de manière à ce qu'ils puissent prendre le relais tout en ramenant des points à l'équipe. Et il faut être hyper pertinent dans le recrutement. Et j'ai presque envie de vous dire qu'il faut arriver presque à 0 erreur sur le recrutement. Et ça, c'est difficile, mais c'est du travail. On parlera de recrutement dans la deuxième partie de cette émission puisque Laurent est avec nous jusqu'à 19h30 en direct donc pour débriefer cette saison finalement de l'Union Bordeaux-Bègles, une bonne saison avec cette première finale historique. Vous parlez du recrutement justement, il vaut mieux cibler des jeunes comme on l'a dit, des joueurs étrangers aussi, c'est ce qu'a fait peut-être aussi le Stade Toulousain qui a été confronté à la même situation avec des défaites sur des demi-finales ou des finales par manque de jus, parce que les joueurs avaient perdu de l'énergie avec l'équipe de France notamment. Ça aussi, ils ont su apprendre de ces échecs-là. C'est ce qu'il faut faire ici à Bordeaux aussi. Et sur le recrutement, plus des jeunes, plus des étrangers ou un mélange des deux? Si vous regardez bien, ils ont des jeunes, ils ont des étrangers, ils ont des joueurs français moins jeunes confirmés. C'est un assemblage, une équipe. Donc il faut un peu, comme le vin, arriver à bien doser. Sachant qu'il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte aussi. Dans l'interview que vous avez donnée à Sud-Ouest, vous avez parlé d'un nombre anormal de joueurs internationaux donc, pour l'UBB. Qu'est-ce que vous avez voulu dire dans le sens anormal? Qu'est-ce qui ne semble pas normal C'est marrant de constater que les internationaux toulousains qui se sont blessés, tels que Dupont, qui n'a pas fait toute la Coupe du Monde, c'est Max qui a beaucoup joué. Puis il n'a pas fait le tournoi destination, c'est Max qui a joué. Romain Tamac n'a pas fait la Coupe du Monde et le tournoi à destination, c'est Mathieu qui a joué. On s'est retrouvé avec Louis Bielbiarré qui a explosé sur la fin de saison, qui est parti en Coupe du Monde. Puis Nicolas Deporter qui a été sélectionné à un moment donné où il était déjà un petit peu fatigué. Yoram Moefana qui s'est relancé. Donc, quand on vous prend 6 joueurs sur les 7 de derrière, et ils auraient pu prendre Romain Buros, qui est un excellent joueur, c'était pas anticipable et c'était difficilement... pour résoudre ça en pleine saison, c'est compliqué. Donc vous tirez sur la corde des autres, eux-mêmes sont internationaux, jouent beaucoup et arrivent fatigués, et vous tombez dans cet engrenage qui fait que vous arrivez en finale et les mecs ont plus de jus. Et on revient après sur le grand débat qu'il y a entre la Ligue, la Fédé, savoir est-ce qu'il faut laisser plus de joueurs des clubs à la disposition du 15 de France. Là-dessus, vous êtes sur quelle position? Les clubs ont fait déjà beaucoup pour la Coupe du Monde. On fait d'énormes efforts pour l'équipe de France et c'est normal. Sur le plan sportif, on en fait aussi sur le plan financier parce que je rappelle que la fédération donne 0 à la Ligue, c'est-à-dire que c'est les clubs et la Ligue qui financent
les internationaux qui sont mis à disposition de l'équipe de Il France. n'y avait pas de compensation financière Zéro. sur... Absolument zéro. Donc, on ne peut pas aller au-delà. Mais on aimerait, c'est vrai, que l'équipe de France soit encore plus performante. On parlait du Stade Toulousain, on va en finir là pour la première partie de l'émission, parce qu'après on va s'intéresser évidemment surtout à l'Union Bordeaux-Bègles. On parle du Real Madrid, vous les avez comparé avec le Real de Madrid, en termes de trophées, c'est vrai. Est-ce que l'écart qu'il y a entre Toulouse et le reste du monde, finalement, est rattrapable un jour? On a quand même l'impression que là... Mais bien sûr que c'est rattrapable, ils vont pas gagner tous les titres tous les ans, mais il va falloir être très très bon, s'y mettre à plusieurs. Mais ça reste du sport. Peut-être qu'Antoine Dupont ne sera pas toujours à ce niveau-là. Et puis peut-être qu'ils ne réussiront pas leur prochain cycle. Enfin, ça fait 40 ans qu'ils sont là, quand même. Ils avaient eu un petit trou d'air entre... Début des années 2000, effectivement. 2019. C'était le règne de Biarritz, effectivement. Donc il y a des creux quand même pour un club que vous connaissez bien aussi. Et que tout amateur de rugby, même si c'est dur pour nous ce soir d'en parler, respecte évidemment le Stade Toulousain pour le jeu proposé et le modèle finalement que représente ce club. On referme la page du Stade Toulousain, on va se retrouver dans quelques instants pour la deuxième partie de cette émission spéciale, donc la dernière de la saison avec Laurent Marty, le président de l'Union Bordeaux-Bègles. On va revenir sur les temps forts de cette belle saison de notre club et puis surtout se tourner déjà vers la saison prochaine. À tout de suite. Nous sommes de retour en direct pour la seconde partie de l'émission Top Rugby, dernière de la saison avec notre invité exceptionnel, Laurent Marty, le président de l'Union Bordeaux-Bègles. On va revenir, Laurent, sur les temps forts de cette saison avec vous. Quel bilan général vous dressez de cette saison un peu particulière? Les années de Coupe du Monde, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a eu plusieurs saisons en une, avec un début de saison, une coupure, la Coupe du Monde en France au milieu. C'était une saison à rallonge, même pour les dirigeants comme vous. Vous savez, très sincèrement, si en début de saison, on nous avait dit que on allait battre les Saracens 2 fois en leur mettant 100 points, qu'on se qualifierait en Champions Cup jusqu'en quart de finale, qu'on gagnerait à Mayol, où on n'avait jamais gagné, qu'on battrait La Rochelle, qu'on battrait Toulouse, 2 fois devant des stades pleins et qu'on irait en finale, je pense qu'on aurait signé dès demain. Donc, oui, le score de la finale fait tâche, mais le bilan de la saison est très satisfaisant. Il y a une réelle progression. C'était la première année de Yannick et de son staff. Une première année, parfois vous avez besoin de prendre vos marques. Donc on est satisfait. C'est un très bon début de cycle et ça nous rend optimistes pour l'avenir. Vous parlez du match des Saracens. Est-ce que ça reste pas quand même, pour vous qui êtes président depuis tant d'années, un de vos meilleurs souvenirs? Parce qu'un stade plein, avant les fêtes de Noël, 50 points, un match incroyable. Je dis ça parce que personnellement, c'est mon meilleur souvenir depuis ces dernières années. Mais est-ce qu'il y en a un cette saison qui vous a marqué? Moi, c'est la victoire à Mayol. La victoire à Mayol. Mais oui, parce que j'ai un profond respect pour ce club. Mayol, quand tu es rugbyman, supporter de rugby, Mayol, tu respectes. C'est un temple. Ouais. C'est un temple du rugby. Une forteresse même, difficile à prendre. Ouais. Et nous, on n'y avait jamais gagné. Donc, quand on a gagné là-bas, avec une équipe un petit peu remaniée, on était très heureux. Et puis, on sortait en plus d'une période difficile, où on avait eu quelques défaites. Donc c'est un super souvenir, même si là aussi, on avait eu un petit problème d'avion pour le retour. Oui, on peut parler de votre retour chaotique. Non, on ne parle plus de la finale, Laurent. On va se tourner vers le futur aussi. Tiens, vous parliez de Yannick Bruy. Effectivement, première saison, c'est toujours un peu compliqué, effectivement, et les résultats sont là. Qu'est-ce qu'il a apporté de plus? Beaucoup de choses. Yannick Bruy. D'abord, un état d'esprit dans le club qui est lié à sa personnalité. Il y a beaucoup d'humilité, de solidarité, de bienveillance. Donc humainement, il a fait l'unanimité. Et puis, en termes de rugby, j'ai vu tout de suite que c'était en plus un technicien, pas uniquement un manager. Et surtout, ce que j'ai noté, c'est qu'au fur et à mesure qu'on avançait dans la saison et quand on a démarré les phases finales, là, on a senti qu'il y avait quand même cette expérience du grand joueur et du grand entraîneur qu'il a été et des nombreux titres qu'il a pu gagner. Et je trouvais qu'il gérait super bien le truc. Il y avait des bons discours, des bonnes décisions. Voilà, je pense qu'avec Yannick, on a la bonne personne pour progresser encore. Puisqu'on retrace le fil de cette saison, comment ne pas parler aussi de l'éclosion de ces jeunes joueurs? Alors Biel Barré, un peu moins, mais notamment Nicolas Deporter, c'est vraiment une belle réussite de la formation bordelaise aussi. Ouais. Oui, puis Nicolas, il avait commencé à jouer l'année dernière, donc on avait vu qu'il y avait beaucoup de qualité. Nicolas, je pense que ça va être une pièce maîtresse pour l'avenir de l'UBB. Je pense que ce sera un capitaine d'ailleurs de l'UBB. Il incarne beaucoup de choses. Il est simple. Il est compétiteur et il a beaucoup de qualité en tant que joueur. Ils vous surprennent ces jeunes joueurs là, qui arrivent à être tout de suite titulaires en top 14, à être en équipe de France et à garder quand même la tête sur les épaules? En fait, on a c'est vu le cas, ça. je pense, mais
c'est un phénomène qu'on a observé il y a déjà 4-5 ans, où tout d'un coup, j'ai dit, mais j'ai quand même l'impression que les jeunes joueurs sont prêts de plus en plus tôt. Et je pense que c'est la formation française qui s'est remise en question, qui a bien travaillé. Et donc, ou alors c'est peut-être générationnel, ils sont matures plus vite, je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'on constate qu'ils sont prêts de plus en plus tôt. Avant de s'intéresser à la saison prochaine, Laurent aussi, d'une manière plus globale, en dehors de l'Union Bordeaux-Bègles, quel regard vous tirez sur cette saison de top 14? Est-ce que vous pensez que la Coupe du Monde elle a eu une incidence sur Sûr. le parcours de Pau, du Stade français, de l'USAP peut-être aussi, qui avait mal démarré, mais qui a profité de la coupure d'après Coupe du Monde pour se régénérer et repartir? Est-ce que voilà, c'est une saison vraiment particulière aussi pour l'ensemble du championnat? Yannick me faisait remarquer que l'année dernière, on avait démarré le 7 juillet. Nous sommes le 1er juillet, on était encore en réunion, les joueurs ont fini ce week-end. C'est incroyable. La Coupe du Monde, ça fausse parce que beaucoup de joueurs sont sollicités. Il n'y a pas que les Français. Les Tongiens, les Samoans, les Fidjiens, etc. Et puis en plus, cette année, comme on était en France, on s'est arrêté, puis on a repris. Quand vous vous arrêtez, vous ne pouvez pas complètement vous arrêter. Ça a été très long et très dur parce que le top 14 est de plus en plus dur chaque année. On parlera du top 14 la saison prochaine aussi, qui s'annonce assez compliqué. Alors, la saison prochaine, je remercie tous ceux qui nous ont envoyé des messages. On va en lire quelques-uns. On a eu beaucoup de messages d'encouragement. D'abord, Laurent, déjà, il faut le savoir. Donc, c'est quand même aussi l'occasion de rappeler la ferveur qu'il y a autour de l'Union Bordeaux-Bègles. On a beaucoup de questions, évidemment, sur le recrutement, parce que c'est déjà la saison prochaine, hein, même la saison d'après sur laquelle vous travaillez, vous l'avez dit. On a annoncé 8 joueurs, avec toujours ce subtil mélange de jeunes joueurs qui arrivent parfois de Pro D2 et puis de joueurs d'expérience. On a quelques noms, je ne sais pas si on peut les confirmer. Johnny Gray, Swinton, Carberry, qui arrive du Munster, Van Rensburg, Mathis Perchaud, Enzo Rebier. Ce sont des joueurs qui seront à Bordeaux? Oui, tout à fait. Et le jeune Mathieu de Biarritz, numéro 8 d'Avenir. Qu'on a oublié. Ce sont des noms avec de l'expérience. Il y a d'autres recrues qui vont arriver. Vous avez dit qu'il faut qu'on travaille aussi. Est-ce que le recrutement est bouclé là pour la saison prochaine? Est-ce que vous travaillez encore à des pistes? Il y a encore une interrogation derrière, parce qu'avec tous les internationaux qui vont être pris, il nous manque peut-être encore un joueur derrière, mais il faudrait qu'on trouve un GIF. Donc on travaille dessus avec Yannick. Et puis, recrutement réussi, recrutement anticipé. Donc on a commencé à élaborer des pistes pour 25-26. C'est ça qui est dingue, c'est que vous sortez d'une saison. Non, on va pas commencer à se projeter sur la saison d'après, mais ça montre quand même à tous ceux qui nous suivent ce que c'est aussi que l'envers du décor de travailler déjà, non pas la saison prochaine, mais à celle d'après. Donc c'est non pas N+1, mais c'est N+2, carrément. Sur le cas de Mathieu Jalibert, vous l'avez dit dans Sud-Ouest, la balle est dans son camp, il a fait une proposition. Est-ce qu'on lui a fixé une deadline? Non, Mathieu m'a dit qu'il préférait attendre, pour voir un petit peu comment les choses évoluaient. Donc nous attendons. On a lu aussi dans la presse aujourd'hui, peut-être que Matteo Garcia, en tout cas, sera en contact avec le MHR. Ça découle peut-être de l'arrivée de Joe Carberry, que vous avez confirmé. Oui. Vous le laisseriez partir, Matteo Garcia? Là, actuellement, c'est impossible. C'est impossible parce que Mathieu est international et qu'on ne peut pas se permettre de ne garder que Carberry dans le club quand Mathieu n'est pas là. Et comme sur nos jeunes 10, là, pour l'instant, il n'y en a pas un de prêt, on ne peut pas faire sans Matteo, ou alors il faudrait trouver un remplaçant. Un mot sur la situation financière du club aussi. On a la chance de vous avoir avec nous, donc c'est l'occasion d'en parler dans un contexte économique compliqué aussi. Et puis toujours pour aller chercher l'excellence et rattraper des stades toulousains et autres avec des gros budgets. Vous y travaillez activement. Il y a encore de la marge de progression pour trouver des partenaires aujourd'hui? Oui, mais plus énorme non plus, parce que Chaban commence à être plein un petit peu partout, et le maillot aussi. Mais non, l'excellente nouvelle, vous savez, on sort de 3 saisons où on a fait 3 résultats positifs. Mais manifestement, cela a été dû à l'accompagnement des aides Covid et surtout à la solidarité des partenaires et des abonnés qui avaient fait un geste envers le club. Puis, cette année, il y a eu la Coupe du Monde. On avait beaucoup d'internationaux, donc la Ligue nous avait donné une somme d'argent pour compenser. Et quand je me projetais sur le prochain budget, celui qu'on va démarrer là, 24-25, je voyais bien que là, il n'y aurait plus d'exceptionnel et qu'on allait retomber dans la véritable économie du club. Et la bonne nouvelle qu'on a eue au fur et à mesure de l'année, c'est qu'on sait que si on refait les recettes de cette année, de la saison 23-24 en 24-25, alors le club pourrait se rapprocher de l'équilibre. Et ça, c'est une excellente nouvelle parce que ça veut dire qu'il ne dépend plus de moi, il ne dépend plus d'aide exceptionnelle, mais que alors qu'on est sur un haut budget, et
quasiment au maximum du salary cap, nous pourrions arriver à l'équilibre. Ça me rassure pour notre cher UBB. Modèle économique qui peut marcher, mais il faut effectivement Des dépendre de la billetterie et des bons résultats, parce Tout à qu'effectivement, l'UBB, comme tous les clubs top 14, dépendent de la billetterie Et et des recettes. et des partenaires, Et des qui est la partenaires plus grosse aussi. source de revenus. Vous parliez justement du stade Chaban-Delmas, on a eu des questions intéressantes aussi sur les projets d'aménagement. Déjà, savoir est-ce que la tribune, le haut de la tribune nord va pouvoir rouvrir. Oui, il sera rouvert, on en est ravis parce que... Il y a plein de bonnes nouvelles ce soir. Oui, il n'y a que des bonnes nouvelles. Si on ne parle pas de la finale, il n'y a que Non, mais on n'en parle plus, c'est pour ça. Non, mais 3400 places, c'est un sacré manque à gagner. En plus, ce sont 3400 places qui sont certes dans le virage, mais en haut et couvertes. Il faut savoir qu'à Chaban, quand il pleut, malheureusement, ça mouille un peu. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Et puis, il y a un aménagement qui est confirmé, qui sera opérationnel dès la reprise. C'est qu'on construit une grande bodega pour nos supporters, avec une grande boutique. Donc on gardera la bodega actuelle, mais il y en aura une grande nouvelle sur le parvis de Chaban. Donc ça va permettre de mettre encore plus de vie et de recevoir nos supporters dans de meilleures conditions. Ça, je pense que ça va intéresser beaucoup de celles qui nous suivent. Et on les remercie parce que vous êtes nombreux à nous suivre aussi dans cette émission. Question de Jérôme aussi. On a la réponse, c'est tombé sur les réseaux. La campagne d'abonnement, elle démarre aujourd'hui. Elle a démarré à 14h. On a battu des records. Je m'y attendais parce qu'on sent un gros engouement populaire, malgré le nouveau logiciel qui est très performant. Mais comme tout nouveau logiciel qu'on met Faut le en route, roder. il y a eu des petits bugs. Mais on a battu le record dès la première journée, si on compare avec l'ouverture de l'année dernière, avec plus de 1500 abonnements en une après-midi. On a aussi une question de Frédéric, savoir si est-ce qu'il y aurait des changements dans le staff aussi. Alors, pas forcément des bruits, mais autour de son équipe. Non. Non. Une petite stabilité, ça fait pas Il de... n'y a rien de prévu, stabilité. Et enfin, on va se quitter avec aussi une question un peu plus générale aussi sur ce top 14 qui s'annonce pour la saison prochaine. On sort d'une année déjà, je vous vois effectivement chier de la tête en disant on a eu déjà une année complètement dingue. C'est le cas aussi en Pro D2 d'ailleurs, c'est un parallèle intéressant. Ouais. Sur la saison prochaine, vous attendez avec une équipe de Vannes qui arrive, qui est un peu une surprise, mais on voit que Perpignan, Pau sont des équipes d'aujourd'hui qui sont des candidates au top 6. Vous attendez aussi encore une année dingue. Elle sera encore plus dure que cette année. Pourquoi on dit toujours encore plus dur ? Parce que tout le monde travaille bien. Du 1er au 14e, tout le monde travaille bien. Donc tout le monde se renforce chaque année, tout le monde forme mieux, tout le monde recrute mieux. Et on voit que donc le niveau de l'intensité physique et technique du top 14 monte. Donc il ne faut pas s'endormir une seconde. Et on voit bien les équipes qui ne se sont pas qualifiées. On voit bien les équipes qui ne sont pas allées en demi-finale. Et on mesure à travers ça combien c'était déjà très bien de faire une finale. On n'en fera pas tous les ans. Et il va falloir batailler dur pour être encore dans le top 6 l'année prochaine. Et l'importance aussi de bien démarrer. Là, je fais le parallèle avec Montpellier, qui est un club avec des moyens, mais qui s'est retrouvé quand même aux portes de la Pro D2 parce qu'il avait mal démarré sa saison. Donc on sait l'importance de bien démarrer les saisons. Ouais, et quand on voit le match de barrage, il l'aurait perdu, c'était pareil. Ouais. Merci beaucoup Laurent d'être venu après ce week-end un peu dingue aussi pour vous. Et donc vous avez compris, le président continue à travailler avec l'ensemble du club pour préparer la saison prochaine et celle d'après. On sera toujours là aussi fidèles. Et donc, merci à tous nos supporters et nos abonnés qui ont été d'une fidélité et d'un soutien incroyable tout au long de la saison. Je les remercie aussi parce que vous avez été nombreux à envoyer des messages d'encouragement, donc on les transmet à Laurent et à l'ensemble de l'Union Bordeaux-Bègles. On se retrouvera bien sûr à la rentrée, nous aussi, pour de nouvelles aventures avec l'Union Bordeaux-Bègles et le Top 14. Merci à tous, très bel été et à très vite sur TV7.